Histoire du sionisme et de l'État d'Israël, c'est l'émission présentée par Ariel Danan. Ariel qui est directeur du département culturel et universitaire de l'Alliance israélite universelle. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Ariel, ce matin, vous allez nous parler de l'un des contemporains de Théodore Herzl. Il s'agit de Ahad Ha'am. Qui est-il exactement ? Alors Ahad Ha'am, vous vous en doutez, c'est un nom de plume, un surnom qu'il s'est lui-même attribué. Ahad Ha'am, cela veut dire un du peuple, un parmi d'autres. C'est en fait au sens d'un homme ordinaire, d'un homme qui n'a rien de particulier. C'est le nom de plume qu'il avait choisi et qui lui est resté. D'ailleurs, on ne connaît quasiment plus son nom de baptême, si j'osais, son nom de naissance. Alors en fait, Asher Tzvi Hirsch Gunsberg, donc le nom original de Ahad Ha'am, est né le 18 août 1856 dans la région de Kiev, et c'est l'un des penseurs du sionisme, ce que l'on a appelé le sionisme culturel. Son père est un marchand appartenant à une famille de chassidim. Et le jeune Gunsberg va grandir à Odessa, où il étudie le Talmud, la philosophie juive du Moyen-Âge, particulièrement Maïmonide. Comme autodidacte, il va aussi apprendre beaucoup de langues, l'allemand, le français, l'anglais et le latin. En 1873, il se marie à la petite fille du rabbin de la communauté chassidique de Tchernobyl, avec qui il aura deux filles et un fils. Cela montre en tout cas son implantation dans un système religieux orthodoxe traditionnel. Alors il va continuer ses études, mais il n'arrive pas à intégrer une université à cause du numerus clausus qui exclut quasiment toutes les candidatures juives dans les universités de l'Empire russe. Il gagne sa vie en gérant les affaires de son père à Odessa et il va s'éloigner dans le même temps du mouvement chassidique et du monde orthodoxe de manière plus générale. Il est très tôt attiré par le sionisme et il va devenir l'un des porte-paroles des Amants de Sion, cette organisation dont nous avions parlé il y a 2 semaines et qui est finalement l'organisation qui va être la première à promouvoir l'installation en terre d'Israël. C'est également un grand intellectuel, nous y reviendrons, et il va essayer de publier une encyclopédie sur le judaïsme, sans succès, faute d'argent. En 1907, il s'installe en Angleterre, où il fonde la branche anglaise des thés Vysotsky. Vous les connaissez, ces thés, on peut encore les trouver en Israël notamment. Il participe à la création du Ternion à Haïfa et se rapproche de Chaim Weizmann, œuvrant à ses côtés pour la déclaration Balfour, qui en 1917 ouvre la voie à la création d'un foyer national juif. En 1922, il accomplit enfin son rêve et s'installe en terre d'Israël, à Jérusalem puis à Tel Aviv. Il décède de la tuberculose en 1927. Alors, Ariel, on le présente comme le fondateur de ce que l'on appelle le sionisme culturel. Est-ce qu'on peut dire qu'il est en quelque sorte complémentaire à Théodore Herzl ? Alors oui, exactement, c'est ce que je pense. A posteriori, on peut dire qu'il a été complémentaire au sionisme politique incarné par Herzl, mais à l'époque, entre les deux, il y eut une réelle opposition. Alors, en 1889, Ahad Ha'am publie un article intitulé « Zélo Aderer, ce n'est pas le chemin », dans lequel il explique que le mouvement des Amants de Sion, dont il est pourtant l'un des membres éminents, doit changer de voie. Pour lui, un foyer national en terre d'Israël ne réglera pas tous les problèmes des Juifs de diaspora. Ce ne peut être un refuge physique pour tout le peuple juif. Mais en revanche, c'est une nécessité pour préserver la culture juive et pour sauver le peuple juif de l'assimilation. Il perçoit aussi très vite que l'émancipation accordée aux Juifs de France peut être un danger, en ce sens qu'elle provoquerait une dilution de l'identité juive. Mais il est également frappé, comme Herzl, de l'antisémitisme persistant en France, l'affaire Dreyfus étant un déclencheur dans la réflexion de ces deux théoriciens du sionisme. Pour Ahad Ha'am, le foyer national, c'est Or LaGoyim, un modèle pour les autres nations de par son universalité. Et donc, dans ce premier article qui va fonder le mouvement du sionisme culturel, il s'oppose au sionisme politique de Théodore Herzl, dont il restera toute sa vie éloigné, de même qu'il n'appartiendra pas à l'organisation sioniste. Et on note que des gens comme Max Nordau, l'un des adjoints de Herzl,
s'inquiète de la très grande influence de Ahad et va publier des textes contre Ahad qui lui-même critiquait le livre de Herzl. Et donc on va avoir une extrême controverse en Allemagne, dans l'Empire russe, entre les tenants de Herzl et les tenants de Ahad. En fait, Ahad avant tout est opposé à une vision uniquement politique, et c'est pour cela qu'il s'oppose également à des associations socialistes juifs ou au Bund, et il va fonder une organisation appelée les Bnei Moshe. En 1903, après le pogrom de Kishinev, comme beaucoup d'autres activistes et intellectuels, il appelle les Juifs de Russie à l'autodéfense, ce qui veut dire se défendre sur place en Russie et ne pas miser uniquement sur la création d'un foyer national juif, et également investir pour donner une meilleure éducation sur place en Russie aux enfants juifs. Oui, alors Ahad Ha'am est considéré comme un intellectuel engagé, un vrai militant. Un vrai militant, un intellectuel, un sioniste convaincu évidemment. Il faut lutter selon lui pour maintenir le judaïsme comme culture. Peut-être pas comme une religion dont il a abandonné la pratique. Son fils témoigne ne l'avoir jamais vu aller à la synagogue. Mais il avait été aussi bouleversé par le mariage de sa fille avec un journaliste russe non juif. Alors Ahad Ha'am est l'auteur de nombreux articles consacrés à l'antisémitisme, aux crimes rituels, à la complémentarité entre prêtres et prophètes, tous articles qui, dans un premier temps du Yishuv et de l'État d'Israël, étaient enseignés aux enfants et qui montrent ses connaissances extrêmement étendues. Il a dirigé la publication d'un journal mensuel à partir de 1896, Hashiloach, en hébreu, entièrement en hébreu, consacré à la littérature et aux sciences. Son objectif, écrivait-il dans son premier éditorial, était « nous connaître nous-mêmes, comprendre notre vie et prévoir notre vie à notre avenir avec discernement. » Il a fini sa vie en terre d'Israël, je l'ai dit, mais il avait fait beaucoup de séjours auparavant et il en tire des carnets de voyage extrêmement intéressants où il décrit ce qu'il a vu et s'oppose à la vision trop présente à l'époque au sein des cercles sionistes sur une terre abandonnée, une terre d'Israël où personne ne vit. Il est l'un des premiers à expliquer que cette terre est habitée par beaucoup d'Arabes qui cultivent cette terre et qu'il faut se conduire avec respect envers eux pour que le projet national juif soit viable et non pas entaché de conflits perpétuels. Oui. Alors, dans quelle mesure, Ariel, on peut dire que Ahad Ha'am a été un intellectuel très lucide, presque prophétique, pourrions-nous dire, hein? Exactement, c'est le mot de prophétique qui lui convient le mieux. Et pensons à ce que représente aujourd'hui pour nous l'État d'Israël. Évidemment, c'est le projet politique de Théodore Herzl qui a magnifiquement abouti et nous nous en félicitons tous les jours. Mais lorsque Ahad Ha'am explique qu'un État juif en terre d'Israël n'accueillera pas tout le peuple juif, ne sera pas une solution définitive à l'antisémitisme, mais constituera un modèle pour les nations et l'assurance de la sauvegarde et du développement de la culture juive, je trouve effectivement qu'il est assez prophétique quand on pense à la place qu'a l'État d'Israël pour nous aujourd'hui en 2021. Merci Ariel Danan. Je rappelle que vous êtes le directeur du département culturel et universitaire de l'Alliance israélite universelle et on vous retrouve chaque semaine pour cette histoire du sionisme et de l'État d'Israël. À la semaine prochaine.